Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Municipal 2026, après le second tour, la Martinique compte 12 nouveaux maires. Bien entendu, lorsqu'elle a répondu à un appel d'offres pour le transport scolaire, la société Transaglo a adapté son offre à ses dépenses. Les États-Unis utilisent à nouveau le thème du travail forcé pour préparer un retour des droits de douane. Dans votre avis compte cette semaine, que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule « Au nom de l'équité ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Sage est celui qui ne s'afflige pas de ce qu'il ne possède pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. La vitamine C que l'on trouve dans l'eau citronnée est connue pour aider le corps à produire du collagène. Or, ce dernier soutient la beauté, l'hydratation et l'élasticité de la peau. Il aide aussi à ralentir le vieillissement de la peau. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Demain, il en sera probablement de même. La plus jeune maire de Martinique a 32 ans, elle s'appelle Cynthia Hierro et elle a été élue au Marigot. On rappelle que Michel Renard, élu à l'époque, lui aussi au Marigot, fut le plus jeune maire, non pas de Martinique, mais de France. Il avait 25 ans. À Schœlcher, les préinscriptions scolaires se déroulent de façon dématérialisée depuis ce lundi 23 mars jusqu'au lundi 27 avril sur le portail Famille via le site internet de la ville. Pour tout renseignement complémentaire, contactez la direction de l'enfance et de l'éducation au 05 96 72 76 03. Je reprends 05 96 72 76 03 les lundis et jeudis de 8h à 12h, les mardis, mercredis et vendredis de 8h à 13h. À Fort-de-France, DJ Laguerre a été brillamment élu, même si il lui a fallu attendre le second tour. Arnaud René Corail, le maire battu des Trois-Îlets, a expliqué que s'il s'était présenté à ces élections, alors qu'il est à la tête de cette mairie depuis 37 ans, c'était pour assurer la formation d'une nouvelle équipe. Et à Schœlcher, c'est de très peu que l'alliance Daniel Chaumet-Franck Cette-Rose-Rosemont l'a emporté face à DJ Marmot, le proviseur du lycée Schœlcher, qui représentait l'équipe en place. Je vous le disais en titre, bien entendu, lorsqu'elle a répondu à un appel d'offres pour le transport scolaire, la société Transaglo a adapté son offre à ses dépenses. Tout cela explose évidemment lorsque les salariés réclament notamment une augmentation de salaire de 300 € net par mois, une augmentation de la prime du dimanche, autant de choses qui évidemment n'avaient pas été prévues. Les salariés actuellement en grève réclament également la réorganisation des plannings de travail, l'arrêt des représailles antisyndicales en dépit du protocole du 13 mai 2025, l'arrêt des méthodes de gestion du personnel de la secrétaire administrative. Il s'agit pratiquement d'entrer en cogestion avec le propriétaire de l'entreprise. On s'en souvient, concernant la Guyane, un groupe de travail regroupant les élus guyanais et le ministère de l'Outre-mer a été mis en place pour envisager l'évolution institutionnelle de ce territoire. Ce groupe de travail avait prévu une consultation des électeurs après les élections municipales. On attend de voir ce qu'il en sera.
Arnaud René Courail, ancien maire donc des Trois-Îlets, gère Martinique Transport. Les observateurs se demandent si sa défaite n'est pas en partie due au très mauvais fonctionnement de cette structure, un mauvais fonctionnement qui impacte notamment les habitants des Trois-Îlets. Les États-Unis utilisent à nouveau le thème du travail forcé pour préparer un retour des droits de douane. Washington a lancé le 12 mars dernier une grande vague d'enquêtes commerciales visant 60 pays, dont des alliés comme des membres de l'Union européenne, mais aussi la Chine, le Japon, l'Inde, le Mexique ou le Brésil. Officiellement, l'objectif est de vérifier si ces États luttent réellement contre l'importation de biens produits grâce au travail forcé. Concrètement, ces enquêtes doivent fournir une base juridique pour établir des taxes douanières après que la Cour suprême a annulé une bonne partie des mesures précédentes de Donald Trump. L'administration affirme vouloir protéger les entreprises et les salariés américains présentés comme victimes d'une concurrence déloyale de producteurs étrangers qui profiteraient d'un coût du travail artificiellement bas grâce à l'exploitation. Parallèlement, la Maison-Blanche a déjà ouvert d'autres procédures ciblant les secteurs où elle estime qu'il existe une surcapacité structurelle, notamment en Europe et en Chine. Bruxelles a immédiatement prévenu qu'elle riposterait à toute remise en cause de l'accord commercial conclu l'an dernier, tandis que Pékin dénonce une manœuvre politique. Ces enquêtes doivent durer plusieurs mois, mais elles sont clairement pensées comme un moyen de contourner le revers judiciaire et de remettre sur la table de nouveaux droits de douane. Même si c'est au deuxième tour, chacun s'accorde à qualifier d'éclatante la victoire de Félix Mérine au Robert, plus de 60% des voix contre le maire sortant, Farel François Augrain. Le Centre communal d'action sociale du Lamentin, en partenariat avec l'association AMP Sacaille, organise une conférence intitulée « La sclérose en plaques » le jeudi 26 mars de 18h à 20h dans le hall de l'hôtel de ville du Lamentin. Objectif : informer le grand public afin de favoriser une meilleure compréhension de la maladie et de soutenir les personnes touchées ainsi que leurs proches. La crise actuelle dans la région du Golfe met en lumière un problème plus large. Le commerce mondial dépend d'un nombre étonnamment réduit de passages maritimes étroits, souvent appelés goulets d'étranglement. Il existe jusqu'à 24 goulets d'étranglement, chacun exposé à des risques variés. Parmi eux, le détroit d'Ormuz, qui est le goulet d'étranglement énergétique le plus critique au monde. Reliant le golfe Persique à la mer d'Arabie, il transporte environ 39% du commerce maritime de pétrole brut et 19% du gaz naturel. Et c'est la seule possibilité pour les États du Golfe d'exporter leur énergie. L'Iran menace périodiquement de fermer le détroit d'Ormuz depuis les années 1980, mais les perturbations du transport maritime depuis fin février ont provoqué le plus important bouleversement de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire et une flambée des prix mondiaux du pétrole. En outre, parmi les plus de 26 millions de conteneurs qui y transitent chaque année, beaucoup transportent des engrais, ce qui risque de peser sur les coûts mondiaux de production alimentaire si la crise perdure. De son côté, le canal de Suez, qui relie la mer Rouge à la Méditerranée, réduit d'au moins 10 jours les temps de trajet entre l'Asie et l'Europe. Il assure 10% du commerce maritime mondial, dont 22% du trafic de conteneurs, 20% des expéditions automobiles et 10% du pétrole brut. Contrôlé par l'Égypte, il est difficile à menacer directement, mais le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, a fait, lui, l'objet d'attaques contre les navires commerciaux, des attaques menées par les Houthis du Yémen entre 2023 et 2025, et de nombreux opérateurs ont été contraints à contourner l'Afrique. Or, les dirigeants Houthis ont récemment menacé de reprendre leurs attaques en représailles aux frappes israéliennes et états-uniennes contre l'Iran.
Par ailleurs, le canal de Suez n'est pas à l'abri des accidents, comme l'a montré l'échouement d'un porte-conteneurs en 2021 qui a bloqué le canal pendant 6 jours et perturbé près de 10 milliards de dollars d'échanges. Dans les territoires ultramarins, les enfants en situation de handicap sont plus nombreux que dans l'Hexagone. En 2026, la Marine nationale fête ses 400 ans d'existence. À cette occasion, la base navale de Fort-de-France organise au Fort Saint-Louis une journée portes ouvertes le samedi 28 mars de 10h à 17h. Rodrigue Petitot, le leader du PLP, Parti pour le peuple, se positionne sur les réseaux sociaux comme la principale force d'opposition au conseil municipal de la ville de Fort-de-France. Rappelons que c'est une alliance PLP Steve Moreau qui a pris la deuxième place avec 25,51% des voix. Francis Carole, associé à Béatrice Bellé et à Nathalie Josse, ont obtenu un peu plus de 24% des voix. Pour l'instant, Steve Moreau est plutôt silencieux. Va-t-il apprécier le comportement de Rodrigue Petitot, qui de toute évidence tire à lui la couverture? Le maire battu des Trois-Îlets, Arnaud-René Corail, a affirmé que passé les 2 ans pendant lesquels il est encore élu à la CTM, il quittera définitivement la politique. 9 femmes ont été élues maires en Martinique à l'occasion des élections municipales. Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste, est décédé. Il avait 88 ans. Le savez-vous, la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis juillet 2024 est une femme noire. Elle s'appelle Nadège Abo-Mangoli. L'an dernier, elle a porté plainte pour avoir reçu une lettre à la fois raciste et sexiste. Et puis en Haïti, un orphelinat était dirigé par une Irlandaise. En août de l'année dernière, elle avait été enlevée en même temps que plusieurs enfants par un gang. On n'a toujours pas de leurs nouvelles. La guerre au Moyen-Orient provoque un choc pétrolier d'une ampleur inédite selon l'AIE, Agence internationale de l'énergie. Le blocage du détroit d'Ormuz a entraîné une réduction d'au moins 10 millions de barils par jour de la production des pays du Golfe. Les pays les plus touchés sont l'Irak, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite, tous contraints de fermer une partie de leur capacité, faute de pouvoir exporter normalement. Avant le conflit, environ 20 millions de barils par jour transitaient par Ormuz, ce qui en faisait un point de passage vital pour le commerce mondial de pétrole. Aujourd'hui, ces flux ne sont plus qu'un mince filet, ce qui conduit l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, à parler de la plus importante perturbation de l'offre de toute l'histoire du marché pétrolier mondial. L'agence estime que l'approvisionnement mondial chutera d'environ 8 millions de barils par jour en mars, même si une partie du manque devrait être compensée par une augmentation de production de pays non membres de l'alliance OPEP+, notamment la Russie et le Kazakhstan. Tous les commentateurs s'accordent à dire que la défaite de Génie d'Ulysse-Petit, la maire du Morne Rouge, est une des plus surprenantes des élections municipales en Martinique. Un rapport du Sénat a signalé l'an dernier que les personnes en situation de handicap sont moins bien prises en compte dans les territoires ultramarins qu'en France hexagonale, alors même que ce public est plus nombreux dans ces territoires. Le savez-vous, pendant 5 ans, l'accès des petites et moyennes entreprises ultramarines au marché public est facilité. 20% sur les marchés leur sont réservés. Alors qu'il était prévu qu'au mois de janvier intervienne la signature de l'accord cadre sur l'évolution institutionnelle de la Martinique, il n'a rien été.
On n'a plus parlé. Rappelons que le Congrès des élus de Martinique avait souhaité la domiciliation en Martinique d'une autonomie permettant d'adapter et d'étiqueter des lois pays. Le savez-vous, en Martinique, 30% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté et parmi eux, 12% des ménages de travailleurs. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Nous vous écoutons. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Alors, à Fort-de-France, c'est dommage que les deux challengers n'ont pas pu se mettre ensemble pour renverser la tendance PPM. C'est dommage. Donc, c'est une guerre de clans, de partis. Et puis, bon, voilà. Le même est repassé. Voilà. Au préalable, j'avais pensé que il y aurait eu un peu de remue-ménage, comme on peut dire. C'est-à-dire que les nouveaux venus qui sont arrivés un peu comme un cheveu sous la soupe, justement, je sentais qu'il allait avoir un petit problème, enfin, pas un problème, mais il y avait un dégagement, que les anciens auraient pu avoir pas mal de problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce que je pouvais dire. Oh, c'était pas trop mauvais, c'est bon, et je m'attendais déjà à ça. Ouais, c'est tout. Rien ne m'a étonné pour Fort-de-France, c'est tout. C'est tout, non, j'en ai rien d'autre à dire. Je dis très compliqué. Pourquoi? Ben parce que on va peut-être avoir des surprises avec les résultats du parquet financier. Je pense que les électeurs ont voté pour la continuité et puis le travail est fait à Fort-de-France, donc je vois pas pourquoi changer. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Moi, de toute façon, je l'avais déjà dit, si je dirais qu'on va passer à Fort-de-France, c'est de la merde. Bon, c'est le même bordel qui sera réuni tout le temps. Bon, en voyant, je croyais que M. Carole faisait bloc avec Moreau, avec Joss. Je pensais avec cette force-là, on allait bousculer la hiérarchie. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait jouer comment je vais dire ça? Ils ont fait jouer solo, puisque juste d'après lui, Carole va donner la première adjointe, machin, bon. Mais c'est pas comme ça la politique. Si on veut mettre quelqu'un dehors, on veut arrêter la suprématie du PPM, il fallait faire ça. Pour moi, c'est des résultats normaux, puisqu'il n'y a pas eu d'alliance. Donc, ce sont des résultats normaux. Okay. C'est tout. On s'attendait un petit peu quand même, puisque il y a eu des alliances et les alliances quand même, je pense que c'est ce qui a fait capoter un petit peu et entraîner surtout une hausse justement des gens qui sont pas venus voter. Très déçu parce que la ville est en décrépitude, j'ai envie de dire, et si on remet les mêmes, forcément, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, c'est la démocratie qui a parlé, donc maintenant on peut pas revenir en arrière. Bon, les gens ont remis le maire d'avant à cette place, donc bon, on n'a pas à contester. C'est le vote, c'est ça. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché au nom de l'équité. La France, nombreuses sont les personnalités publiques qui l'ont observé, qui l'ont dénoncé et qui s'en sont parfois inquiétés et particulièrement endettés. Et alors? Rares sont ceux qui ont dit cela. Et alors?
Pourtant, ils devraient être nombreux. Ils devraient être nombreux à affirmer de cette façon qu'un pays ne se gère pas en bon père de famille comme un foyer, et que donc c'est dans la nature même d'un État que d'être endetté. Sauf que, dans ce domaine, une règle européenne impose que la dette d'un pays de l'Union soit inférieure à 60% de son produit intérieur brut. La France en est à 117,7%. C'est le troisième plus mauvais élève. La Grèce, c'est 149,7%. L'Italie, c'est 137,8%. Mais l'Allemagne, c'est 63% de son PIB. La France, c'est donc presque 2 fois plus. Certains affirment dès lors qu'il est urgent qu'elle revienne à un endettement beaucoup moins important. Pour revenir à un endettement beaucoup moins important, il faut soit augmenter les impôts, soit faire des économies en réduisant les dépenses. Et c'est là que certains Antillais sont saisis de frayeur. Et si pour faire des économies, la France décidait de se débarrasser de ces régions ultra-périphériques? Des régions qui, disent-ils, lui reviennent très cher et ne lui rapportent rien. Pour eux, les chiffres sont clairs et alarmants en même temps. En 2025, les régions ultra-périphériques de la France lui ont coûté environ 28 milliards. Dans ces 28 milliards, il y a bien entendu des dépenses comparables à ce qu'elles auraient été en France hexagonale. Mais il y en a d'autres qui sont spécifiques à ces outre-mer, soit pour soutenir leur économie, soit pour combler leur handicap structurel, soit pour accompagner la pauvreté de nombre de leurs habitants. En échange de cela, ces régions ultrapériphériques, dit-on, procurent à la France des eaux territoriales sur à peu près toute la planète et un statut de grande puissance. Mais certains font alors observer que l'Angleterre n'a pas cessé d'être une grande puissance alors même qu'elle s'est débarrassée de ses colonies caribéennes et que l'Allemagne est une grande puissance sans jamais avoir véritablement été un grand pays colonisateur. Mais peu importe, toutes ces dernières années, le réflexe de la France, c'est de garder ses outre-mer et même de les augmenter, comme l'a prouvé l'érection de Mayotte en département français. Cependant, à l'impossible, disent certains, nul n'est tenu. Et le problème, ce n'est pas que la France ne souhaite pas à l'avenir garder ses outre-mer, c'est qu'elle ne le pourra pas. Alors, s'inquiète-t-il, que ferons-nous? La réponse est pourtant simple. Commencer par supprimer le ministère des Outre-mer, pour réaliser là quelques économies, et prélever sur les 13 régions hexagonales les sommes qui viendraient à manquer pour les 5 régions ultramarines. Au nom du droit à l'égalité et à la fraternité dont nous devons bénéficier, dans le cadre de la Constitution française, mais également et surtout au nom de la place que nous avons prise pour faire de la France le grand pays qu'elle est actuellement. C'est comme un retour sur investissement qui nous serait versé là. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, notre rubrique santé nous parle de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie survient lorsque le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, est trop bas, hantise permanente des diabétiques de type 1. On pensait que les malades du diabète de type 2, soit 90% des diabètes liés pour la majorité à une mauvaise hygiène de vie, étaient épargnés par ce risque hypoglycémique. C'est loin d'être le cas. En 2013, une étude pionnière française conduite par le professeur Halimi a révélé l'ampleur du risque d'hypoglycémie et notamment des hypoglycémies sévères, les plus graves, chez les diabétiques de type 2. D'autres études ont confirmé que les hypoglycémies entraînaient un risque accru d'hospitalisation et de décès de toute cause. Or, les hypoglycémies légères peuvent passer inaperçues et bien souvent les soignants ne sont pas au courant alors qu'elles existent bel et bien. Un régime alimentaire non respecté, repas sautés ou plus légers que d'habitude ou sans suffisamment de glucides, un exercice physique excessif ou trop prolongé sans collation régulière, le stress ou la consommation d'alcool à jeun peuvent aussi contribuer à l'hypoglycémie. À noter
Les doses d'insuline actives pendant et après les efforts physiques programmés doivent être diminuées, mais demandez conseil à votre médecin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25, disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Et vous pouvez revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.